La Cour suprême américaine a infligé un sérieux revers à Donald Trump. Ses droits de douane, décidés au nom d'une urgence économique, ont été invalidés. Un signal fort, le président des États-Unis n'a pas tous les pouvoirs. À peine la décision tombée, Donald Trump a évidemment contre-attaqué. Nouvelles taxes, nouveaux leviers et peut-être même l'arme monétaire. Alors, est-ce un véritable coup d'arrêt institutionnel ou simplement un épisode de plus dans une stratégie beaucoup plus large? Avec Bruno Coleman, on décrypte les enjeux juridiques, économiques et politiques d'un bras de fer qui pourrait bien redessiner l'équilibre américain et mondial. Soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode du Regard décalé. Bonjour Bruno Coleman. Bonjour. Je suis vraiment heureuse de te retrouver cette semaine dans ce regard décalé puisqu'on a évidemment un gros morceau à décortiquer. C'est cette décision de la Cour suprême américaine le 20 février, vendredi passé, qui invalide l'imposition de droits de douane qui avait été décidée par Donald Trump en se basant sur une loi de 1977, soi-disant une urgence économique. La Cour suprême américaine a dit non, pas d'accord. Trump n'a pas tous les pouvoirs, il n'avait pas le droit de faire ça. On est là quand même dans une décision majeure et un signal assez fort. Oui, un signal assez fort qui est un signe de santé des institutions américaines, puisque la Cour suprême, en fait, a invalidé les droits de douane, non seulement, parce que le motif n'était pas légitime, mais aussi parce que, de manière plus générale, toutes les lois, d'impôt doivent être validées par le Congrès. Et ces décisions n'est donc pas du tout anonyme. Maintenant, Trump, effectivement, a réinstauré les droits de douane, généralisés qui est mis à 10 puis à 15 le lendemain, mais c'est limité dans le temps, puisqu'on parle de 150 jours et il faudrait qu'après, les choses prennent une tournure un peu plus établie. Le problème, c'est qu'au mois de novembre, il y a des élections de midterms. Aujourd'hui, Trump a la majorité à la fois à la Chambre des représentants et à la fois au Sénat. Il va probablement, si les choses se passent bien et ça nul ne le sait maintenant, perdre sa majorité, au sein de la Chambre des représentants, ce qui veut dire que le fait de passer des lois d'impôt, ça sera un peu plus compliqué, sachant que les pouvoirs du président sont néanmoins extrêmement importants. Donc ça le met dans une difficulté et ça me donne le sentiment que Trump, d'ailleurs, va faire, pivoter le contexte politique américain vers autre chose pour, détourner l'attention sur le fait qu'il ait échoué depuis son fameux jour de la libération du mois d'avril l'année passée. Alors tu viens de l'évoquer, hein, effectivement, dès le lendemain de cette décision de la Cour suprême, Trump, a évidemment réagi, parle de disgrâce, de décision ridicule et il réimpose une taxe d'abord de 10 et puis le lendemain de 15. Cette taxe, il l'impose cette fois-ci sur base de la section 122 de son Trade Act. Il va de cette manière aussi, c'est la problématique que je voudrais soulever, il y avait déjà des accords qui étaient intervenus avec différents pays, dont la Chine. Il y avait des accords qui étaient en cours, entre autres avec l'Europe, le Turnberry. L'Europe, du coup, suspend les travaux sur cet accord. Ça veut dire que cette décision et cette réaction à la décision de la Cour suprême vient quand même amener un certain bazar. Oui, ça crée des difficultés. Je crois que le pays qui sera, le plus, exonéré de problèmes, ce sera la Chine, parce que l'interdépendance entre ces 2 pays, donc États-Unis et Chine, est telle qu'en fait, ils ne vont pas créer de chaos, ils vont essayer de garder les accords tels qu'ils sont en train de les négocier. Ce qui est troublant, c'est qu'en fait, certains pays, voient leur, taux, de taxation, à l'importation américaine diminuer fortement, c'est le cas de l'Inde, c'est le cas du Brésil. En Europe, ça augmente légèrement, on parle de 1,5 en Belgique d'à peu près 2 et malheureusement, on voit aussi des exemptions qui sont en train de disparaître. C'était le cas, par exemple, des diamants, anversois. Donc effectivement, c'est un droit de taxation générale qui s'applique et qui, abîme le travail, d'itération qui avait été fait depuis le mois d'avril l'année passée. Parce que l'année passée, quand les droits ont été décidés, ce qui a échappé à beaucoup d'opérateurs, ou de commentateurs, pardon, c'est que, beaucoup de sous-secteurs avaient été a vu leurs droits modifiés en fonction, bien sûr, des États-Unis et du pouvoir de négociation des différents pays. Donc voilà, on est de retour à une case, 0 qui est peut-être plus simple à comprendre, mais qui est favorable à certains secteurs, mais très dommageable, à d'autres, notamment dans le domaine agroalimentaire belge, pour parler de notre pays. Tu parles, hein, d'une, mesure qui cette fois-ci par contre est limitée dans le temps. Il ne peut pas appliquer cette taxe au-delà de 150 jours. C'est-à-dire qu'il va nous trouver une autre formule dans la foulée? Mais probablement parce qu'il y a un enjeu budgétaire qui est colossal. Le déficit budgétaire américain explose, hein, on parle de 2 000 milliards de dollars, ce qui est absolument stupéfiant. Les États-Unis veulent absolument réintégrer une partie de la richesse du monde au sein des États-Unis. Ils veulent, concomitamment réindustrialiser le pays en forçant des entreprises à s'installer aux États-Unis ou
pour leur permettre d'éviter les droits de douane à l'exportation vers ce même pays. Et donc, oui, quelque chose d'autre va être trouvé. Et il est à penser qu'il y a aujourd'hui des juristes aux États-Unis qui travaillent de manière, on va dire, très dense sur le sujet, parce que Trump ne peut pas laisser tomber les choses simplement en l'état. Il avait d'ailleurs promis en contrepartie des droits de douane, des avantages fiscaux qui ne se sont pas encore concrétisés d'ailleurs dans le chef des citoyens américains. Donc oui, quelque chose va se substituer à cette mesure qui a été annulée et réinstaurée pendant ces fameux 5 mois. Alors, il y a évidemment une autre problématique qui se soulève, c'est que durant, toute cette période où il avait imposé ces droits de douane, donc qui n'ont plus été validés, selon les calculs de certains économistes, on parle de 175 milliards qui auraient ainsi été indûment perçus, par, les États-Unis. Et forcément, ben, on se rend compte qu'il y a quand même quelques démocrates, hein, pas mal, qui demandent à ce que cet argent soit remboursé. En l'occurrence, le gouverneur de Californie, lui, demande qu'on rende aux ménages américains 1 700 $ par foyer. J'amène juste les 134 millions de foyers américains. Est-ce qu'on peut se dire honnêtement qu'on remboursera 1 700 $ à ces foyers? Ça paraît peu probable parce que, tout d'abord, il y a des procédures qui ont été lancées par des entreprises comme Federal Express, Costco aussi, je pense. Donc ça veut dire que des entreprises elles-mêmes demandent un remboursement. Maintenant, Trump a prévenu, ça prendra des années devant les tribunaux et ça prendra probablement des années. D'autre part, les droits de douane ont été pour grande partie, effectivement, transmis, rapportés aux consommateurs américains. Ce qui veut dire que en bonne logique économique, si une entreprise à terme récupérait une partie des droits de douane, bah, elle pourrait bien sûr les garder pour elle, mais si elle voulait être honnête avec ses clients, elle devrait le restituer à ses clients, ce qu'elle n'a jamais fait évidemment. Donc c'est un processus où on va mettre en cause le fait qu'une entreprise demande le remboursement de droits de douane, mais qui ont déjà été transférés au consommateur final. C'est un problème de droit évidemment, mais c'est un problème surtout d'économie. Il est peu probable qu'on arrive à identifier clairement qui a payé trop, donc ça mettra sans doute des années. Je pense que les entreprises qui demandent un remboursement des droits de douane le font parce qu'elles sont cotées en bourse et elles sont donc obligées en termes d'économie de le faire pour leurs propres actionnaires. Si une entreprise n'était pas cotée, ça prendrait une autre dimension, ça change la longueur du processus, mais une entreprise comme FedEx qui est cotée en bourse doit le faire évidemment parce qu'elle ne peut pas simplement dire à ses actionnaires: «Écoutez, je ne fais rien, on verra bien ce qui va arriver». Donc ça veut dire qu'en termes d'économie et en termes de droit, tout ça est compliqué, ça prendrait énormément de temps et à mon avis avec des succès qui seront très, très, très mitigés. Oui, parce que si on reprend, les chiffres, hein, d'une étude menée par, l'université de Yale, on estime que 70 de ces droits de douane, ce sont les consommateurs qui ont donc été, les plus impactés. Pour 26, bah, ça s'est répercuté sur les entreprises américaines et 4 petits pourcents sur les autres entreprises qui exportaient et qui ont accepté de réduire un petit peu leurs marges. On se rend bien compte que c'est un véritable casse-tête. Est-ce qu'il y a quand même une possibilité que finalement, ces 175 milliards indûment perçus restent dans les poches de l'État? Mmh, qui reste dans les poches de l'État américain, oui, je crois. Je le crois parce que l'économie sera trop compliquée à mettre en œuvre. On pourra même se demander d'ailleurs, dans quelle mesure le chiffre d'affaires d'une entreprise a été vraiment impacté par les droits de douane. Est-ce qu'une entreprise qui, a transféré donc ses droits, à ses consommateurs finaux, pourrait avoir vu en même temps une baisse de son chiffre d'affaires parce que des consommateurs finaux n'auraient pas voulu supporter ces droits de douane? Donc ce qui veut dire que ça rend les choses extrêmement compliquées et donc si en moyenne on peut dire qu'effectivement 70 des droits ont été supportés par les consommateurs américains et 30 par les entreprises, eh bien, les choses en termes de variabilité, en termes de ce qu'on appelle en économie d'élasticité, sont d'une telle imprécision à ce stade qu'il me semble très peu probable que l'État américain rembourse quoi que ce soit avant un grand nombre d'années. Ça voudrait dire que cet argent reste dans les poches de l'État américain, malgré cette décision très impactante et majeure de la Cour suprême américaine. Bah, Trump, il a gagné. Ouais, il a gagné temporairement parce que c'est pas grand-chose, hein, 200 milliards de dollars à peu près sur une dette publique de 38 000 milliards de dollars, c'est pas grand-chose du tout. Non, Trump a voulu donner un signal au reste du monde. C'est donc plutôt l'indice qu'il va passer à autre chose. Il va passer à autre chose, il va sans doute, utiliser l'arme monétaire, il va utiliser l'arme des taux d'intérêt. Donc il y a d'autres dispositifs américains qui lui permettent de relancer la machine, comme par exemple, pousser la banque centrale américaine, dont il tentera le contrôle indirectement au mois de mai, à baisser les taux d'intérêt pour affaiblir le dollar et relancer les exportations et donc pénaliser les importations. Donc il y a d'autres moyens finalement de retrouver, la jouvence économique aux États-Unis. Clairement, l'arme des droits de douane a été une sidération, mais une sidération infondée.
Non, il y a des personnes qui disent que finalement la Cour suprême a montré aujourd'hui son indépendance au travers, du fait qu'elle s'est opposée aux droits de douane de Trump, pour peut-être être utilisée au motif de cette même indépendance dans des circonstances institutionnelles peut-être plus compliquées, c'est-à-dire lors des élections de mi-mandat. Il y aura certainement des contestations, il y aura certainement des États où il va falloir recompter. Trump refusera, à mon avis, de perdre sa majorité à la Chambre des représentants. Il y aura donc des recours à la Cour suprême, et peut-être que cette Cour suprême, drapée maintenant d'une nouvelle neutralité par rapport à Trump, ne pourra pas être critiquée de voter en faveur de Trump si tant est que des contestations le concernent. En même temps, on a une Cour suprême qui démontre que Donald Trump fait un petit peu trop tout et n'importe quoi, à sa sauce. On a déjà eu l'occasion de discuter plusieurs fois de la politique de Donald Trump. Tu disais qu'il réfléchissait à ce qu'il faisait, qu'il savait ce qu'il faisait. Moi, j'ai quand même vraiment le sentiment qu'il y a beaucoup d'ego dans sa manière d'être, de fonctionner et de vouloir appliquer les choses comme il l'entend qu'elles soient, sans finalement tenir compte d'aucune loi. Mais il y a beaucoup d'ego, certainement, mais en même temps, Trump est, entouré de personnes extrêmement brillantes, hein, comme son secrétaire d'État au Trésor, Bessent, et qui bien sûr ont dû faire allégeance à Trump, mais sont des cordes de rappel importantes. Et moi je crois qu'à partir du moment où on dirige la plus grande économie du monde, que la dette publique américaine est centrale dans tout le système sanguin monétaire, de la planète, on a des armes à sa disposition qu'aucun autre pays ne peut contester. Et donc oui, Trump a été, partiellement recadré par la Cour suprême, mais je pense que son degré de liberté reste immense quant à la gestion de l'économie américaine. Et finalement, le bilan n'est pas si mauvais. Bien sûr, le déficit est énorme, la dette n'est plus sous contrôle, mais c'est un tracé qu'on avait pu constater déjà depuis maintenant une quinzaine d'années. Et d'autre part, l'inflation reste plus ou moins sous contrôle. Le taux d'emploi reste tout à fait, comparable à ce qu'il était avant que Trump n'ait pris ses fonctions. Donc on ne peut pas dire du tout que Trump a créé une catastrophe ou un choc thermique négatif sur l'économie américaine. Même au contraire, je pense qu'il y a beaucoup d'Américains qui sont contents, de ce qui se passe, à l'exception bien sûr des personnes qui sont sans doute les moins nantis et qui subissent un choc d'inflation qui bien sûr érode le pouvoir d'achat. Alors, si chez nous en Europe, enfin, j'ai envie de croire, on avait un chef d'État qui se comportait comme ça en appliquant des mesures qui ne sont, légalement pas faisables, on pousserait ce chef d'État à démissionner et à céder sa place. À ce stade, cette décision de la Cour suprême ne fait planer aucun risque sur, le mandat de Donald Trump et ne risque pas à un moment donné de le décrédibiliser au point où on lui demande de remettre, sa casquette? Non, c'est peu probable. C'est peu probable parce que il y a bien sûr les processus de destitution qui existent aux États-Unis, mais les majorités qualifiées qui sont nécessaires pour l'obtenir sont absolument, inatteignables dans le contexte qu'on connaît aux États-Unis. Et d'autre part, on peut effectivement un amendement de la Constitution américaine permet, d'écarter un président de sa fonction, et ça demande aussi des majorités, notamment au sein de son gouvernement, ce qui est tout à fait peu probable. Donc je crois que Trump va rester. Il parle maintenant de son successeur. Moi, j'avais imaginé que ce serait un de ses fils qui lui succéderait, puisqu'il parlait de Trump 2028, mais c'est Marco Rubio ou J.D. Vance qui sont apparemment pressentis, ce qui veut dire qu'il y aurait une continuation dans la fonction, et je pense qu'il y aura aussi un pacte entre les personnes qui vont se succéder, les unes les autres, pour ne pas mettre en cause Trump et en tout cas ne pas l'inquiéter sous l'angle juridique. Donc on n'aura pas fini de se voir pour parler de Donald Trump et de toutes ces, frasques. Merci en tout cas, Bruno, pour cet éclairage, hein, sur, cette décision de la Cour suprême européenne la semaine dernière et à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. C'est tout pour l'instant. À partir de février, nos podcasts quotidiens changent de canal. Le journal des marchés rejoint Trends Bourse et nos podcasts de décryptage sont désormais disponibles sur Trends Tendance. Abonnez-vous sans plus tarder à ces deux cadeaux. À très bientôt.